Bien, il est 10h01, nous pouvons commencer. Je rappelle donc qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine, le 5, mais que nous reprenons le 12, qui doit être aussi le jour du début, je le dis plutôt pour les étudiants, du début du séminaire qui a lieu à 16h le même jeudi. Et je rappelle donc que le cours est un cours de 7 séances de 2 heures chacune et que vers 11 heures, je fais une petite pause pour faciliter l'écoute des 2 heures de suite. Alors, aujourd'hui, je rappelle que la fois dernière, à partir de la question « Qu'est-ce qu'un livre ?», nous avions étudié plutôt 2 types de réponses, les unes qui étaient formulées dans le langage métaphorique et chrétien des XVIe et XVIIe siècles, avec cette immédiate comparaison entre l'être humain et le livre, dotés l'un et l'autre d'un corps et d'une âme, et que j'avais, pour commencer, analysé les réponses du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans le cas où il s'agit là d'un langage à la fois esthétique et juridique, qui, avec Fichte, distinguait entre la matérialité corporelle du livre et, d'autre part, la forme spirituelle de l'écriture, ou avec Kant, d'une manière plus directe, plus immédiate, entre l'opus mechanicum, l'objet qui est le résultat d'un travail de l'atelier, et d'autre part le discours qui est adressé au public par un auteur. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a cette perception qui finalement, même si elle établit, ou ces perceptions, soit métaphoriques, soit juridiques et esthétiques, si elles établissent une distinction entre la matérialité de l'objet et le discours qu'il porte, pour autant ne crée pas une séparation entre le texte et le livre, et du coup crée ce que je voudrais un peu analyser aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi des mutations du présent viennent lancer un défi à des systèmes de perception, de représentation que nous avons hérités d'une histoire de longue durée. Dans la mesure où le point fondamental, pour moi, est le fait que l'ordre du discours, comme disait Foucault, que l'on peut reformuler dans le langage plus proche de ces cours ou séminaires comme l'ordre des livres, et plus généralement de tous les objets imprimés et de tous les objets écrits, jusqu'au monde numérique, est toujours fondé sur une relation ou des systèmes de relations qui s'établissent entre des objets qui sont différents les uns des autres. Le livre, le journal, la revue, la lettre, l'affiche, le formulaire, ou l'affiche avec un L apostrophe, etc. Donc, des objets différents les uns des autres au sein de la culture écrite, qu'elle soit manuscrite ou imprimée, des types de discours, des classes de textes qui sont portés de préférence par telle ou telle de ces formes, et finalement des rapports à l'écrit, des modes de lecture, des formes d'appropriation de la culture écrite. Il y a là une association fondamentale qui a défini, en particulier à l'âge du codex, et en particulier à l'âge du codex imprimé, le livre tel que nous le connaissons, les rapports à la culture écrite, et d'autre part la définition ou la perception même de cette dualité de tout livre comme objet matériel et comme discours. Et ce que je voudrais faire dans cette première heure, c'est d'essayer, comme historien, de comprendre quelles sont les sédimentations historiques qui ont constitué aujourd'hui, dans nos sociétés et avant ou parallèlement à l'introduction de la culture textuelle numérique, les rapports à la culture écrite et aussi les définitions même du livre entendu comme œuvre ou comme objet. Alors la première de ces transformations, de ces mutations, c'est celle qui établit le livre dans la forme, la morphologie, qui est encore celle des livres imprimés aujourd'hui, c'est-à-dire un objet écrit qui est constitué traditionnellement de cahiers, toujours de feuillets, de pages, réunis
dans une même reliure ou une même couverture. C'est-à-dire ce moment de l'histoire occidentale dans lequel, au livre qui avait une forme autre précédemment, c'est-à-dire la forme du rouleau de l'Antiquité grecque ou romaine, est substituée cette nouvelle forme, cette nouvelle morphologie du livre et que l'on appelle codex. C'est une question complexe de comprendre la chronologie, les raisons et les effets de cette invention du codex, pour laquelle je n'ai pas de compétences érudites propres, puisqu'il s'agit là d'un domaine de travail pour des historiens de l'Antiquité tardive. Ce que l'on peut dire, c'est que pour la question de la datation, ce passage n'est pas une brusque substitution du codex au rouleau, mais s'étend entre les 2e et 4e siècles, tels que peuvent le montrer les fouilles archéologiques qui ont été faites là où des codices et des rouleaux volumina, puisque le mot latin c'est volumen, ont été conservés, c'est-à-dire dans le désert ou le sable égyptien, dans beaucoup d'autres parties de l'Empire romain, les livres, quels qu'ils soient, codex ou rouleaux, ont disparu. Mais les conditions de conservation et les fouilles archéologiques en Égypte ont permis de tracer des datations qui montrent que dès le IIe siècle apparaît la forme du codex et que dès le IIe siècle, pour la Bible, le codex devient quasi monopoliste, enfin quasi l'unique forme de livre. 90% des Bibles rencontrées pour le IIe siècle dans cette partie de l'Empire sont déjà des codices. Et une mise en garde aussi, le fait que ces Bibles peuvent être aussi bien sur papyrus que sur codex. Vous trouvez très souvent dans les manuels l'idée que le rouleau est lié au papyrus et que le codex l'est au parchemin. C'est globalement vrai, mais il y a des codices qui sont sur papyrus et vous pouvez trouver aussi des rouleaux qui utilisent le parchemin. Et entre le IIIe et IVe siècle, on voit la pénétration de la forme codex aux dépens du rouleau, comme je le disais, particulièrement pour les textes du christianisme, non seulement la Bible, mais aussi les textes liturgiques, et avec un décalage à chaque période chronologique, avec toutes les difficultés que pose la datation des objets, pour des textes qui seraient des textes profanes ou des textes païens, et que la dominante du codex pour ce second répertoire ne datant que des IIIe et IVe siècles. Donc on a une question de datation, on a une question aussi des raisons. Pourquoi l'invention de cette nouvelle forme de livre ? C'est une révolution plus forte encore que celle de Gutenberg et qui ne peut être comparée qu'avec l'entrée dans le monde numérique, à supposer que le monde numérique se substitue progressivement et puissamment au monde de la culture écrite, manuscrite ou imprimée. Les raisons invoquées ont toute leur pertinence avec des nuances. La première raison, c'est évidemment une raison d'économie, puisque sur un rouleau, par définition, vous ne pouvez écrire que d'un seul côté du support, que ce soit papyrus ou parchemin. Le rouleau se déroulant devant les yeux du lecteur, l'écriture est distribuée en colonnes d'un seul côté du matériau. Comme nous le savons, le codex, manuscrit ou le livre imprimé utilise les deux côtés du support, que ce soit papyrus, parchemin ou plus tard papier, ce qui représente évidemment économiquement un moindre coût et qui explique aussi pourquoi le codex est fondé sur la technique du pliage. Il s'agit toujours de feuilles qui sont pliées une fois, deux fois, trois fois, alors que le rouleau est fondé sur la technique de la continuité du matériau. Mais on a pu faire remarquer que dans les premiers siècles du codex, les 2e, 3e, 4e siècles, cette volonté économique ne s'est pas accompagnée d'autres éléments qui auraient pu aussi réduire
les coûts du livre, comme par exemple réduire le module des écritures ou bien réduire la taille des marges. Donc l'aspect économique joue sans doute un rôle, mais peut-être avec une certaine latence et pas d'une manière immédiate et brutale. La deuxième raison qu'on peut invoquer, c'est la compacité d'un codex. Le monde du rouleau est un monde dans lequel une œuvre peut se trouver disséminée ou est disséminée entre plusieurs rouleaux, alors que le monde du codex est un monde dans lequel le livre peut inclure plusieurs œuvres. On a donc des logiques contradictoires. La dispersion d'une même œuvre entre plusieurs livres, si on admet qu'on peut désigner comme livre le rouleau, et inversement, le rassemblement, la réunion, la reliure à l'intérieur d'un même livre, le codex, de plusieurs textes, de plusieurs œuvres. C'est tout à fait exact, simplement on voit que dans les 2e, 3e siècles, les codices demeurent en général limités à 150, 200 feuillets, ce qui ne permet pas évidemment de réunir un très grand nombre d'œuvres. C'est à partir du IVe siècle que l'on voit grossir les codices, et à partir de ce moment-là, cet élément de la compacité du livre opposé à la dispersion préalable ou antérieure du rouleau devient un élément tout à fait clé. La troisième ordre des raisons, en dehors de l'économie, en dehors de la morphologie, ce serait le troisième ordre des raisons est d'ordre textuel, c'est-à-dire que le codex permet, par l'existence de feuillets, soit la foliotation, soit la pagination. Du coup, il permet l'existence d'index qui, à la fin du livre, renvoie par nom propre ou par thème à telle ou telle page ou tel folio. Et de là, l'apparition avec le codex des index, des tables, des concordances. Et c'est là la clé de l'explication pour, sinon nécessairement la priorité absolue du codex chrétien, mais au moins la raison pour laquelle ce sont dans les communautés chrétiennes que la forme du codex s'est imposée plus rapidement et plus massivement que pour les livres profanes ou païens, puisque le christianisme, dès le premier christianisme, est fondé sur la confrontation des textes, les évangiles, les uns avec les autres, ou bien encore le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ce qui donnera lieu au Moyen-Âge à ce que l'on appelle la lecture typologique, c'est-à-dire trouver dans l'Ancien Testament la préfiguration d'événements qui sont narrés dans l'un ou l'autre des évangiles. C'est une religion qui est fondée aussi sur le principe de la citation. Citation utilisée pour la prédication, citation utilisée pour la prière, citation lors de la liturgie. Il y a donc un besoin dans le christianisme d'instruments écrits qui permettent rapidement le repérage des textes, l'indexation des textes et la mobilisation du fragment. Et c'est ce qui explique sans doute cette peut-être à la fois la raison et la conséquence de cette adoption ou appropriation plus rapide et plus massive de la forme codex. Pour les textes païens, pour les textes profanes de la littérature grecque ou de la littérature latine, le mouvement a été plus lent et c'est d'abord pour des genres qui n'étaient pas les genres les plus lettrés ou les plus canoniques que le codex a imposé sa forme. Ouvrage technique, roman dans la tradition du roman hellénistique, texte scolaire. Comme si, durant cette période, entre 2e et 4e siècle, les élites lettrées restaient fidèles à un modèle grec, non seulement à un modèle grec du point de vue esthétique ou littéraire, mais aussi au livre des Grecs, c'est-à-dire le rouleau. Et c'est à partir du IVe siècle que se fait le basculement. Il n'y a plus de différence notable entre la bibliothèque chrétienne et la bibliothèque profane quant au pourcentage de livres qui sont donnés dans la forme codex, aux dépens du pourcentage toujours décroissant du rouleau.
Vous savez simplement que le rouleau va garder une existence, mais pas forcément avec la même morphologie ou les mêmes usages à travers le Moyen-Âge, puisque ce rouleau qui se déployait horizontalement face au lecteur antique va devenir le rouleau, sauf exception, un rouleau vertical qui est celui de beaucoup de documents administratifs ou juridiques ou politiques du Moyen-Âge. Les effets de cette révolution sont absolument essentiels et très souvent oubliés, aussi bien par les comparaisons immédiates que l'on fait aujourd'hui entre la révolution numérique et la révolution de Gutenberg, ou même par les historiens du livre. Je veux dire par là les historiens du livre imprimé. Dans la mesure où c'est avec cette première mutation, l'invention du codex, qu'on voit possible de nouvelles pratiques de lecture et de nouveaux rapports au texte. En premier lieu parce qu'il y a comme une distance entre le livre et le corps. Dans le cas de la lecture du rouleau, le lecteur doit tenir avec les deux mains les supports sur lesquels s'enroule ou se déroule le rouleau, et il le fait passer devant ses yeux comme un déroulé, mais supposant que les deux mains sont mobilisées pour tenir le support ou les deux supports du livre. La conséquence est immédiate. On ne peut pas écrire en lisant. Dans le monde grec ou latin du volumen, la seule possibilité pour composer en lisant, c'est de dicter. Et d'autre part, comme on le voit sur les fresques de Pompéi ou d'Herculanum, lorsque le lecteur veut se libérer de sa lecture pour méditer, il ferme le rouleau de façon à le tenir dans une seule main, libérant la main possiblement pour écrire, mais du coup sans qu'il y ait de contemporanéité entre l'acte d'écrire et l'acte de lire. D'autre part, le rouleau qui permet cette sorte de distance ou de libération du corps, puisque le codex, qui permet cette libération du corps, puisque le codex peut être bien sûr tenu dans les deux mains, mais il peut être aussi posé sur un pupitre ou sur une table, et donc créer une distance entre le lecteur et ce qu'il lit. Ce codex permet aussi des pratiques du texte qui sont celles comme je le disais, du repérage de certains passages particuliers à partir des index, des tables ou des concordances. Il permet aussi de feuilleter un livre qui désormais a des feuillets, et il fonde finalement cette technique intellectuelle que j'ai située là dans le cadre du monde chrétien, c'est-à-dire la technique de la comparaison de passages entre les évangiles, comparaison de passages entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi qui va être progressivement, à partir du Moyen-Âge et plus encore de la Renaissance, la technique de l'extraction de fragments pour leur réutilisation dans une nouvelle production textuelle, avec les florilèges, anthologies, sommes médiévales, et avec évidemment la technique dominante de la Renaissance, c'est-à-dire la technique des lieux communs. Le mot lieu commun ayant le sens de sublime et non pas de dégradé comme il a obtenu pour son malheur à partir d'une évolution historique qui fait que le lieu commun maintenant est ce que l'on doit éviter, alors que le lieu commun de la Renaissance est ce que l'on doit citer, parce que le lieu commun énonce une vérité universelle qui doit être rencontrée dans une lecture, extraite de cette lecture, éventuellement copiée dans un cahier de lieu commun et réutilisée dans vos propres discours. Il y a donc une transformation absolument essentielle des pratiques de lecture, ouvrant la possibilité des pratiques de lecture médiévales et modernes qui se lient avec l'invention du codex et pas du tout avec l'invention de Gutenberg, de la composition typographique et de la presse à imprimer. Il y a différentes formes de survie du rouleau après sa disparition comme objet majeur ou dominant de la culture écrite. L'une est textuelle. On a pu observer comment beaucoup de textes de l'Antiquité tardive étaient divisés en livres, mais livres au sens d'une unité du discours, qui correspondaient chacun de ces livres avec le contenu de texte que un rouleau pouvait accueillir.
la Cité de Dieu de Saint-Augustin, par exemple, chacun des livres de la Cité de Dieu a une dimension textuelle qui correspond à la quantité de texte correspondant à un rouleau, comme si finalement cette division du texte en différents objets matériellement distincts les uns des autres se trouvait transportée à l'intérieur des textes qui maintenant peuvent entrer tout entiers dans un seul livre, le codex, mais qui respectent finalement les longueurs textuelles qui étaient celles ajustées au rouleau. Une autre forme de survie du rouleau après le rouleau, c'est dans l'iconographie, puisque très souvent l'opposition dans l'iconographie du Haut Moyen-Âge ou même du Moyen-Âge central va être entre ceux qui tiennent des codices et qui sont les pères de l'Église chrétienne, et d'autre part les présences de rouleaux, soit pour distinguer les chrétiens des païens, soit plus souvent encore pour montrer que le codex est comme l'aboutissement dans la religion chrétienne de ce qui était sous forme de rouleau la forme dominante du livre dans la religion juive. Et la Torah restera durablement comme un immense rouleau. C'est l'une des survivances du rouleau dans sa forme la plus ancienne à l'intérieur du monde médiéval ou moderne. Donc l'opposition iconographique entre rouleau et codex n'a rien à voir avec le fait que ce seraient des représentations de la réalité contemporaine du livre, mais à voir avec cette volonté de créer un partage par la matérialité du texte, soit entre l'ancienne religion et le nouveau christianisme, soit entre le monde des auteurs classiques, canoniques, païens, et d'autre part les autorités de l'Église chrétienne. On a donc là une première rupture, une première évolution qui est fondamentale parce que, comme être historiquement constitué, le lecteur d'aujourd'hui est héritier de cette période des 2e, 3e et 4e siècles, puisque le livre et les autres formes que nous avons l'habitude de lire lorsqu'elles ne sont pas sur l'écran, le journal, la revue, appartiennent à la morphologie du codex. Donc nous avons là un premier élément, une première sédimentation historique qui constitue le lecteur contemporain. La seconde mutation, elle aussi très souvent ignorée ou négligée par les historiens du livre, c'est au XIVe et XVe siècle, avant l'invention de Gutenberg, l'apparition de ce que les collègues paléographes italiens ont appelé libro unitario, le livre unitaire, c'est-à-dire le livre qui rassemble dans une même réalité matérielle un codex, des textes ou un texte qui ont été composés par le même auteur. C'est-à-dire la création de ce lien entre le livre comme objet, l'unité textuelle qui est contenue dans ce livre, une œuvre, ou plusieurs textes qui font œuvre, et finalement l'attribution à un nom propre, à un auteur. Cette unité du livre unitaire, qui est unité de la matérialité, de la textualité et de la composition par un même auteur, pouvait exister et avait existé à travers toute la période médiévale, lorsqu'on pense au corpus juridique, évidemment, lorsqu'on pense aux œuvres des pères de l'Église ou aux classiques de l'Antiquité. La rupture du seconde moitié du XIVe et première moitié du XVe siècle, c'est le fait que cette forme-là s'empare de textes d'auteurs contemporains qui écrivent dans les langues vernaculaires et dans des genres qui ne sont des genres ni juridiques ni théologiques, et du coup une littérature moderne qui peut se déployer avec le français, le toscan ou le castillan, le catalan. Donc on a là une rupture tout à fait essentielle parce que, comme l'a bien montré Petrucci, à partir du très haut Moyen-Âge,
pour ces textes d'usage ou pour ces littératures en langue vernaculaire, donc pas en latin, la forme dominante du codex était le miscellané, c'est-à-dire un livre à l'intérieur de la reliure duquel se rencontrent plusieurs textes, mais plusieurs textes qui appartiennent à des genres, à des langues, à des auteurs, à des périodes différentes. C'est une forme dominante. Et le livre unitaire des XIVe, XVe siècles, lorsqu'il s'empare d'auteurs comme Pétrarque ou Boccaccio en Italie, Christine de Pisan ou René d'Anjou en France, en Angleterre aussi des auteurs comme Chaucer, Lightgate, Gower, Occleve, est une capture d'une littérature en vernaculaire qui rompt avec la forme traditionnelle de la présence de ces textes dans des codices miscellanés. On a pu le montrer de manière extrêmement précise lorsqu'on suit la trajectoire d'une même œuvre dans ces différents livres entre les débuts du XIVe et le milieu du XVe siècle. Une étude avait été faite par une collègue italienne sur I Trionfi, ces vers, ce poème de Pétrarque, et montrant très clairement que, alors que dans la première moitié du XIVe siècle, ce texte de Pétrarque était associé avec d'autres œuvres, d'autres auteurs majoritairement, à partir de 1350 et jusqu'à la première moitié du XVe siècle, ce pourcentage se modifiait et 3/4 des livres dans lesquels on rencontre ce texte de Pétrarque sont des codices pétrarchiens, soit parce que le texte est seul, soit parce qu'il n'est accompagné que par d'autres textes de Pétrarque, comme par exemple les Rerum Vulgarium Fragmenta. On a donc là l'imposition d'une forme moderne qui est la nôtre, puisque généralement, un livre aujourd'hui, au moins dans notre immédiate relation avec la culture écrite, c'est un objet qui porte un texte qui est assigné à un auteur. Évidemment, dans cette période de mi-XIVe, mi-XVe siècle, l'auteur n'a pas grand-chose à voir avec cette réalité matérielle de son œuvre, dans la mesure où cette décision de constituer des livres unitaires qui identifient une œuvre ou les œuvres d'un même auteur peut dépendre soit du copiste, soit plus encore du lecteur qui décide de faire relier dans un même manuscrit ces différentes œuvres. Et donc, du coup, les logiques du miscellané peuvent être parfois totalement le plaisir de la lecture qui passe d'un texte à l'autre, quelquefois en registre d'usage. Les textes sont très différents par leur genre ou par leurs auteurs, mais peuvent être reliés à un même usage, par exemple la prière ou la dévotion. Donc on a une seconde rupture très fondamentale aussi, parce que le lecteur d'aujourd'hui est héritier du XIVe, XVe siècle, dans le sens que nous attendons généralement d'un livre qu'il soit un objet dans lequel se rencontre une œuvre qui est assignable à un nom propre. La troisième rupture qui nous constitue, et je vais y passer plus de temps, c'est la rupture de la décennie 1450 avec l'invention de la composition typographique et de la presse à imprimer comme moyen de reproduction des textes substitués à la seule copie manuscrite qui, au temps du rouleau comme au temps du codex médiéval, était la seule technique permettant la reproduction des textes. Alors ici aussi, les débats sont multiples. Le premier portant d'ailleurs sur la paternité même de l'invention, en laissant de côté un autre problème tout à fait différent, qui est celui de l'invention de la composition en caractère mobile dans les mondes chinois et coréens. Mais dès le XVe siècle, l'invention de la paternité a été disputée à Gutenberg, puisque d'autres héros éponymes comme Laurent Jansson dit Coster à Haarlem, ou bien à Avignon, un dénommé Procope Waldvogel, qui a inventé un ars scribendi artificialiter, ou même à Mayence Foust, qui plus tard, dans tout un répertoire légendaire, sera identifié avec Faust lui-même,
Il y a donc compétition sur l'attribution de l'invention. La plupart des historiens considèrent que c'est la première attestation qui permet l'attribution à Gutenberg à Mayence et de 1455, lorsqu'il perd un procès que lui a intenté un bourgeois de la ville qui s'appelle Johann Fust, qui réclamait le remboursement des sommes avancées pour la publication du premier livre imprimé avec une technique nouvelle, la Bible à 42 lignes. Et donc, du coup, le terme qui est employé dans les pièces de ce procès est le Werk der Bucher. Donc, il y a une sorte de compétition pour l'attribution sur l'invention d'une modalité artificielle ou mécanique pour reproduire les textes. Ce qui est derrière cette compétition ou ce conflit d'attribution, c'est le fait qu'à cette période, au milieu du XVe siècle, trois éléments ont rendu possible l'invention. L'invention consistant, comme vous le savez, à composer le texte à partir de caractères mobiles qui correspondent aux lettres de l'alphabet ou aux signes de ponctuation, et donc ensuite d'imprimer les feuilles qui deviennent des cahiers dans le livre avec une presse à bras. Les trois conditions qui ont préalables et que Gutenberg ou d'autres ont réunies dans l'invention se lient avec la reproduction déjà existante des images sur les bois gravés, et qui donc du coup supposait là aussi une première forme d'impression, pas forcément avec une presse, mais une forme d'impression, un bois gravé servant de matrice pour imprimer une série d'exemplaires, d'images, souvent des images pieuses, accompagnées de légendes ou de phylactères qui étaient eux aussi gravés sur le bois. La technique de la xylographie qui restera ou qui sera la technique dominante de l'imprimerie dans le monde oriental, même si l'on peut admettre que dès le XIIe siècle, des caractères mobiles sont utilisés en Chine et en Corée pour imprimer des livres. Nonobstant, la forme dominante de l'imprimerie dans le monde oriental demeure et demeurera jusqu'au XIXe siècle la xylographie, c'est-à-dire la gravure sur bois des textes et des images, ensuite reproduites sur la feuille de papier par une simple technique de frottage, une fois que le bois a été enduit d'encre. Donc on a un premier élément qui est le concept même de la possibilité d'une reproduction mécanique d'un objet écrit ou iconographique. Et à cela s'ajoute, d'autre part, l'apparition des premières presses qui étaient utilisées pour les gravures qui n'étaient plus sur bois mais sur cuivre et qui là ne peuvent pas être imprimées par une seule technique de frottage. Il faut une force de pression beaucoup plus grande. Donc l'apparition des premières presses avant même l'invention des caractères mobiles pour les reproductions d'images sur cuivre. Et puis, évidemment, le fait que les développements des techniques des métallurgiques ont amené à une possibilité de séparer les métaux et donc du coup rendait possible la fonte de caractères en plomb ou en cuivre. Et il faut rappeler que Gutenberg était lui-même fils d'orfèvre et orfèvre lui-même. Donc le concept de reproduction, l'existence de presse et les progrès de la métallurgie permettant la fonte de caractères se réunissent dans le milieu de la décennie 1450 pour établir la nouvelle technique de reproduction des textes qui, évidemment, va rencontrer aussi, avec la diffusion du papier aux dépens du parchemin, le papier introduit en Europe, dans l'Europe musulmane, dans l'Espagne musulmane au XIIe siècle, mais ensuite perfectionné dans sa fabrication à partir du XIIIe et en particulier à Fabriano en Italie, un support meilleur marché que le parchemin qui permettait d'envisager, en utilisant les caractères mobiles et la presse imprimée, une production en série de livres. On a donc là un contexte qui est le contexte de l'invention
de cette nouvelle technique et qui ouvre la discussion sur son impact et sur ses effets. Cette discussion a pu commencer avec le redoublement des célébrations dès le XVe siècle et à travers la Renaissance jusqu'aux Lumières, et plus tard de l'invention comme l'une des inventions les plus fondamentales de l'humanité. Et effectivement, on peut dire qu'avec cette reproduction mécanique des textes dans le livre imprimé, plus de textes peuvent être mis en circulation et chaque lecteur peut lire un plus grand nombre de textes. On a effectivement une reproduction, une dissémination des textes à une échelle qui était inconnue au temps de la copie à la main, et on pourrait dire qu'elle correspondait à une réponse à des attentes qui avaient été formulées au sein de la culture manuscrite lorsque les limitations imposées par la technique de la copie manuscrite pouvaient être considérées comme des obstacles à la lecture. On le voit au XIIIe siècle en Italie avec tous ces lecteurs qui copient par eux-mêmes ou font copier par les scribes les textes dont ils veulent pouvoir lire, en dehors même des lectures professionnelles, lectures dans le monde de l'Église ou dans le monde de l'université, ce que Petrucci a appelé alphabeti liberi. Ils sont libres parce que ce sont des lecteurs qui veulent lire indépendamment des exigences de leur profession. Et les limites de la production manuscrite les amènent à se faire scribe pour eux-mêmes ou bien à payer la copie pour leur propre usage. Et on le voyait aussi dans les mondes ecclésiastiques et universitaires, mais aussi au-delà, dans l'Allemagne des XIVe ou dans l'Empire des XIVe, XVe siècles, la quête des manuscrits, la multiplication des copies, la constitution de bibliothèques. Cette attente, ou ces séries d'attentes, et d'autre part la réponse que leur apporte la nouvelle technique, explique évidemment la rapidité de l'essaimage des ateliers typographiques dans l'Europe de la deuxième moitié du XVe siècle. La géographie montrerait que ce sont les villes dotées d'une cour de justice et d'une université qui sont les villes où la permanence de l'installation des ateliers typographiques a été la plus forte, mais sans exclusion, soit de monastères qui accueillent une presse à imprimer, et en général aussi les ouvriers, en particulier d'origine allemande, qui connaissent cette nouvelle technique, ou des villes de commerce, comme par exemple Lyon. On a donc un essaimage très rapide de la nouvelle technique, et on peut dire qu'en 1500, c'est-à-dire après un demi-siècle d'existence, plus de 250 villes en Europe ont au moins un atelier typographique, la production étant dominée par les villes italiennes. On peut estimer à 40% de la totalité des incunables, les éditions incunables étant les éditions, le mot signifie berceau, les éditions que les bibliographes ont décidé de rassembler entre 1450 ou 1455, la Bible à 42 lignes de Gutenberg, et 1500, enfin 1499. On verra que c'est une séparation peut-être un peu abstraite et qui ne correspond pas à la réalité des transformations du livre imprimé, mais qui est une commode division pour établir le répertoire de ces livres dits incunables, nés dans le berceau, et dont 40% a été produit par les ateliers des villes italiennes et 30% par les ateliers des villes allemandes. En France, seulement Paris et Lyon sont des centres importants à cet âge-là de l'imprimerie, c'est-à-dire avant 1500. À L2, ces villes contrôlent 80% ou produisent 80% des livres incunables produits, imprimés en France. On a donc là des données extrêmement banales et que je ne fais que répéter en écho avec la célébration
de l'invention de l'art de l'imprimerie, mesurée par sa rapide diffusion dans le monde des villes et parfois monastères européens, et célébrée pour cette idée que à partir de cette technique, l'écrit peut être multiplié et approprié par des lecteurs qui lisent plus de livres ou de nouveaux lecteurs qui avaient un accès plus difficile aux manuscrits. Tout cela est certain. Ce que l'on peut discuter aujourd'hui, ce sont deux grands éléments. L'un qui était déjà présent dans ce que j'ai dit sur l'invention du codex, c'est-à-dire faut-il attribuer à la technique de Gutenberg des mutations dans les pratiques de lecture et les techniques intellectuelles qui, en fait, sont attribuables au codex et pas à l'imprimerie. Ce que j'ai dit sur le fait du repérage des textes, de la possibilité de la citation, de l'organisation du discours, n'est pas lié à la technique de Gutenberg, mais découle directement d'une nouvelle morphologie du livre. Et le deuxième élément est celui des continuités ou discontinuités entre le monde du livre imprimé et la culture du manuscrit. Et c'est de ce point de vue-là, me semble-t-il, que dans les dernières années, de nombreux travaux ont amené de nombreuses révisions sur les distinctions, les coupures classiquement acceptées. Même s'il est vrai, et je vais insister maintenant sur les continuités, qu'il y a une discontinuité entre les métiers. Très peu, finalement, de copistes deviennent typographes, et on verra qu'à quelques grandes exceptions près, très peu de libraires qui étaient en même temps qui organisaient une production manuscrite vont devenir des libraires éditeurs de textes imprimés. Avant 1500, on estime seulement à 5% le nombre de gens du manuscrit, copistes ou stationnaires, qui deviennent des ouvriers typographes ou des imprimeurs ou des libraires éditeurs pour le livre imprimé. Il y a évidemment de grandes exceptions qui sont à Mayence Peter Schoeffer, à Bruges Collard Mention ou à Paris Antoine Vérard, en Angleterre William Caxton. Mais ces grands noms ne doivent pas masquer une discontinuité dans les agents de ces deux techniques différentes, si différentes, la copie manuscrite et la composition typographique. Mais si les hommes ne sont pas les mêmes, d'autres continuités plus profondes existent. Les premières sont, on pourrait le dire, dans l'ordre de la morphologie de la culture écrite. D'une part, le livre imprimé hérite directement des structures fondamentales du codex manuscrit, cahier, feuillet, page, et rassemblés à l'intérieur d'une même reliure. Et donc, c'est une première raison pour mettre en garde contre un enthousiasme trop hâtif qui attribue à Gutenberg ce qu'il faut attribuer à cette invention du codex qui n'est pas liée à un nom particulier, mais qui est ce basculement dans la forme du livre au 1er siècle de l'ère chrétienne. Le livre dont hérite Gutenberg est déjà vieux de 10 siècles en Occident lorsqu'il lui propose une nouvelle forme d'inscription du texte, non plus nécessairement copié à la main, mais reproduit mécaniquement. Le deuxième élément dans cette morphologie de la culture écrite, c'est cette hiérarchie des formats qui est rendue possible par le codex. Les rouleaux pouvaient avoir des variations, mais assez faibles, alors que le codex va organiser tôt, disons dans le Moyen-Âge central, une hiérarchie des formats correspondant à une hiérarchie des discours et à une différenciation des lectures. Cette hiérarchie est directement héritée par le livre manuscrit. Elle oppose ce que l'on appelle en italien libro da banco, le livre que l'on pose sur un pupitre pour être lu, et qui est le livre d'église, le livre d'université, le livre d'études, écrit en gothique et en général en latin.
c'est-à-dire ce livre folio massif qui est porteur de la transmission des savoirs. À ce livre-là s'opposaient très rapidement, dans le Moyen-Âge central, des petits formats que l'on peut porter sur soi, et ces petits formats peuvent avoir une forme populaire. Dans la typologie établie par Armando Pedrucci, il l'appelle Libro da Bisaccia, le livre que l'on met dans la besace, le livre que l'on peut porter ou colporter, et à l'âge du manuscrit. Et d'autre part, le plus tardif, avec le mouvement humaniste de la fin du XIVe ou du XVe siècle, le Libretto da Mano, qui est un livre pour des lectures ni professionnelles ni érudites, mais le livre des nouveautés littéraires. Donc on a aux deux pôles extrêmes de cette typologie, le lourd et massif folio et toutes ces différentes formes de livres portables et manuscrits. Et entre les deux, le temps de l'humanisme inventera le livre de format moyen, souvent presque carré, et qui a été le support privilégié des livres des textes classiques. Avec cette typologie, à l'âge du manuscrit, se mettent en place, comme vous le voyez, des types de lecture, des modes de relation avec l'écrit, des lieux de copie différents, le scriptorium monastique et la boutique du stationnaire, ou bien des copistes privés et les lecteurs comme copistes pour eux-mêmes. Et c'est cette hiérarchie dont les formats codifiés du livre imprimé héritent, dans le sens que les distinctions entre l'infolio, d'un côté, lorsqu'il s'agit d'une feuille d'imprimerie pliée une seule fois, et à l'autre pôle opposé, les petits formats, les in octavo, in 12, in 16, et entre les deux, ce format qui correspond plus ou moins à ce livre humaniste qui serait le format quarto, vont définir toute une hiérarchie de livres qui correspondent d'ailleurs à la même technique avec simplement une différence, c'est-à-dire le nombre de fois dans laquelle une feuille d'imprimerie est pliée. Si elle est pliée qu'une seule fois, c'est un folio. Si elle est pliée 2 fois, c'est un quarto, et ainsi de suite pour les formats comme 3 fois, c'est un in octavo, et c'est plus complexe après pour le in 12, le in 16 ou le in 18. Mais cette hiérarchie est donc une hiérarchie qui implique des modalités d'utilisation du support différentes et qui va correspondre évidemment à une hiérarchie des textes et à des usages de lecture. Elle va être le schème dominant du rapport à la culture écrite à partir de l'invention de Gutenberg, mais elle était déjà présente dans le monde du manuscrit. Ce serait donc le premier élément des continuités morphologiques qui portent soit sur l'ordre des livres dans leur hiérarchie matérielle, soit dans les structures même de chacun de ces livres, dans l'organisation des cahiers, feuillets, pages. Il y a des continuités ensuite formelles qui, elles, se lient non pas à la morphologie de l'objet, mais à la forme de l'écriture ou de la page. Les premières de ces continuités formelles sont celles des écritures. Et il est clair que tous les caractères d'imprimerie dérivent d'écritures manuscrites qui leur sont antérieures. Si l'on pense au monde de l'Europe du Nord avec les écritures gothiques, mais aussi au monde humaniste, cette réalité existe. Dans le cas du monde humaniste, le caractère romain, qui est encore le nôtre, est directement une transposition typographique de la lettre romaine ou litera antiqua qui est inventée par Poggio Bracciolini et Niccolo Niccolini au 300. Et l'italique est aussi dérivé d'une écriture manuscrite inventée par Bartolomeo San Vito sous le nom de Italica. Donc on a aussi des dépendances qui créent un paradoxe en un sens, puisque d'une part, les écritures utilisées pour la composition typographique ont toutes des modèles
dans le monde des écritures manuscrites, et en même temps, ce que va produire l'écriture typographique, en particulier dans sa forme romaine, c'est la séparation entre l'écriture utilisée pour les livres et les écritures cursives que les personnes utilisent pour écrire à partir du XVIe et XVIIe siècle. Puisque là, je parle de formes calligraphiques qui ont une codification à l'âge du manuscrit et qui vont pouvoir être les modèles pour les fondeurs ou les dessinateurs puis fondeurs de caractères. Mais dans l'évolution des écritures, évidemment, le fait que quiconque est entré un jour dans une archive pour lire des documents administratifs, notarieux, paroissiaux, et la variété des écritures, l'existence d'écritures cursives qui se détachent de ces modèles calligraphiques et qui s'en détachent avec aussi la même force lorsque ces modèles calligraphiques sont devenus des écritures typographiques. Et donc on a là une séparation qui va caractériser le monde de la culture écrite moderne entre l'écriture des livres ou la typographie des livres et les écritures cursives. Avec d'ailleurs une conséquence paradoxale sur les capacités de lecture, puisque dans un monde pédagogique où les apprentissages étaient successifs, d'abord apprendre à lire, ensuite apprendre à écrire, un certain nombre d'enfants, et en particulier pour les filles, limitaient les apprentissages à l'apprentissage de la lecture, ce qui leur donnait la capacité de lire les textes imprimés, mais comme ils n'entraient pas dans l'apprentissage de l'écriture, étaient totalement extérieurs à la capacité de déchiffrement des écritures manuscrites. Et il y a comme une séparation à l'intérieur de la capacité du lire entre le lire des écritures de la lettre moulée, comme on dit au XVIIe siècle, c'est-à-dire les écritures imprimées, parce que ce sont celles qui ont été lues lors des apprentissages pour lire, et une impossibilité d'entrer dans ce monde des écritures manuscrites qui ne sont lues que par ceux qui peuvent les produire. C'est une manière, évidemment, de rendre plus complexes les discussions sur les pourcentages d'alphabétisation et d'introduire des différences fortes, non seulement entre lire et écrire, ou entre lire et écrire et ceux qui sont analphabètes, mais aussi dans la capacité même de lecture. Cette histoire des écritures est aussi celle qui va créer une géographie double européenne, avec une Europe allemande ou anglaise qui va rester plus fidèle aux écritures gothiques, qui sont les écritures dérivées des modèles calligraphiques de l'écriture de chancellerie, et une Europe méditerranéenne qui va conquérir la France à partir des années 1520-1530, et qui est celle de l'imposition des écritures romaines et italiques. La lettre romaine et l'italique. Et ce mouvement-là est un mouvement tout à fait fondamental, puisqu'il crée deux Europes typographiques, l'une dans lesquelles, comme en Allemagne, les écritures gothiques jusqu'à la fracture contemporaine sont conservées, et aussi en Angleterre, où même s'y pénètrent la lettre romaine, va rester très forte l'utilisation de ce que l'on appelle la black letter, c'est-à-dire les lettres gothiques pour les imprimés les plus populaires ou pour les imprimés qui veulent marquer leur identité spécifiquement anglaise, alors que à partir des années 1520-1540, qui sont des années décisives pour l'histoire de l'imprimerie en France, l'adoption de la lettre romaine va être généralisée et va de pair d'ailleurs avec la fixation d'un certain nombre de conventions typographiques dans les ateliers, en particulier pour la ponctuation, avec un système de durée différente des pauses qui est codifié entre la virgule, les deux points et le point final. Le texte fondamental est dans celui d'Étienne Dollet en 1540. Donc, du point de vue formel, on a cette continuité dans les écritures. Il y aurait une autre continuité, et qui va durer, elle aussi, jusqu'aux années 1520-1530, qui est la continuité des formes mêmes, non pas de la structure, mais des formes d'inscription du texte sur le livre, avec plusieurs traits. D'abord,
la page de titre absente, même si évidemment dès 1476 vous avez une édition à Venise qui a une page de titre, jusque vers 1520-1530, la plupart des livres imprimés n'ont pas de page de titre et reprennent les modes d'identification qui étaient ceux du manuscrit, c'est-à-dire à la fin du texte, un colophon qui indiquait le nom de qui avait copié et qui désormais indique le nom le titre du livre, éventuellement de l'auteur, le nom ou la marque du libraire éditeur et de l'imprimeur, et la date et le lieu de son impression. On a donc ici un élément clé d'identification des textes qui demeure lié avec le colophon du manuscrit et n'est que très lentement et tardivement transféré de la fin du livre à la première page du livre sous la forme de la page du titre. Il en va de même pour la mise en page, où de très nombreux incunables respectent ces deux traits fondamentaux des manuscrits médiévaux, surtout ceux qui sont à usage professionnel, juridique, théologique, universitaire, la distribution du texte en deux colonnes et l'existence de gloses marginales. Et enfin, un trait qu'on peut aussi ajouter, qui était celui de l'absence de paragraphes. Henri-Jean Martin avait voué une étude particulière à reconnaître le moment dans lequel des livres introduisent des blancs, c'est-à-dire des retours à la ligne, des paragraphes et une sorte de structuration du texte visible sur la page qui pourrait correspondre ou qui pouvait correspondre avec une structuration logique ou esthétique de l'œuvre elle-même. Là encore, le XVIe siècle est un moment clé pour cette apparition des Blancs. Un dernier trait dans ces continuités de forme du texte, et pas de matérialité de l'objet, ce serait le fait que les incunables et au-delà des incunables sont considérés comme achevés lorsque plusieurs mains interviennent sur leurs pages qui ont été composées typographiquement. D'une part, les miniatures ou initiales ornées qui sont peintes par les enlumineurs ou les peintres, comme elles l'étaient dans le manuscrit médiéval, elles le sont dans le livre imprimé. Les indications des rubricateurs, c'est-à-dire ceux qui, dans les marges, indiquent les articulations du discours, ce qui est d'autant plus nécessaire lorsque le texte est produit par bloc, sans retour à la ligne, ou encore des corrections à la plume sur le texte déjà composé par ce qu'on appelle correcteurs ou emendatores, et qui peuvent donc corriger à la plume, mais qui peuvent aussi ajouter sur la composition typographique des accents, des signes de ponctuation, des lettres capitales. On a durablement cette idée que le livre imprimé n'est achevé que parce que et quand un certain nombre de mains y ont ajouté les images, les rubriques et des corrections ou des additions à la composition typographique. Et un grand mouvement du début du XVIe siècle, c'est lorsque, d'une part, des gravures sur bois vont se substituer à ces enluminures peintes, et lorsque ces signes de repérage du texte, comme les rubriques dans les marges, ou bien ponctuation et accent, vont être insérés dans la composition typographique elle-même. Et là encore, le premier tiers du XVIe siècle est le moment fondamental où on pourrait dire que le livre imprimé sort de ces incunabulés, qui était le mot latin, comme je le disais, mais pour l'ange. Il atteint son existence propre. On a donc là une série de continuités formelles. Et la troisième, je vais terminer avec ça, puis on pourra prendre 5 minutes de pause, c'est des continuités textuelles, dans la mesure où, comme on l'a montré dès les premières études sur le livre imprimé, le livre classique, Henri-Jean Martin et Lucien Febvre, l'apparition du livre, 1957, la masse
des premiers livres imprimés puise dans les genres les plus traditionnels du manuscrit. Manuel de scolastique, livre liturgique, compilation médiévale, calendrier, prophétie, énorme domination du latin, 80% pour les ateliers italiens, 77% pour l'ensemble de l'Europe avant 1500. Il y a donc là une forme de reproduction de l'acquis beaucoup plus que d'ouverture aux textes contemporains. Et je termine avec une citation de Martin. « Ainsi, l'imprimerie facilita sans doute dans certains domaines le travail des savants, mais au total, on peut penser qu'elle ne contribua nullement à hâter l'adoption de théories ou de connaissances nouvelles. Au contraire, vulgarisant certaines notions depuis longtemps acquises, enracinant de vieux préjugés ou des erreurs séduisantes, elle semble avoir opposé une force d'inertie à bien des nouveautés. » C'était un diagnostic donc, porté en 1957 qui rompait avec ces louanges multipliées pour l'imprimerie dès le XVIe siècle, mais peut-être à la suite d'une erreur de perception des contemporains. Donc, on a là une première chose que je voulais mettre en place dans la discussion autour de l'invention de l'imprimerie, la discontinuité des acteurs, mais en même temps des continuités puissantes qui sont morphologiques, formelles et textuelles. Dans la deuxième partie, je voudrais évoquer, et vous le voyez en pensant évidemment toujours avec des jeux d'écho sur les mutations du contemporain, un autre problème qui est pourquoi est-ce que l'on décide de faire imprimer un livre aux premiers âges, aux premiers temps de l'imprimerie, et d'autre part, qu'en est-il de la survivance du manuscrit à cet âge nouveau d'une technique récemment inventée. Donc, si on peut prendre 5 minutes, il est 11h02, à 11h07, on peut recommencer. Je sais que certains préfèrent ça.